Notre duo de poissards habituel assure son convoi de fond de camp. Contre toute attente, il se retrouve mêlé à une affaire criminelle internationale. L'irruption d'une mystérieuse femme jette de l'huile sur le feu, rendant ce chaos plus complexe encore. Pourtant, impossible de repartir bredouille après un tel foin. Autant saisir l'occasion pour tenter de rafler la mise. Contre toute attente, malgré la traque de 3 clans, ils s'imposent comme les grands gagnants de l'histoire. Argent, luxe va belle cylindrée. La femme de l'heure rêvait désormais à portée de main. Tout commence lors d'un herzmi qui semble pourtant des plus banals. Dave, un convoyeur de fonds débutant, entre d'un pas assuré dans le hall de la banque pour passer le relais à ses collègues. À peine a-t-il signé qu'une femme au charme incendiaire surgit derrière lui. Dave tombe immédiatement sous le coup de foudre. Pensant d'abord qu'elle n'en veut qu'à son stylo, il est surpris quand elle le retient pour lui proposer un verre. Mais contre toute attente, dans un élan d'incompréhension totale, Dave dégaine et braque la belle inconnue qui lui tendait pourtant la main. À l'évidence, certains sont célibataires par pur talent. Mais fort heureusement, ce quiproquo Jagami prend vite fin. Après avoir déchiffré le message laissé sur le papier, Dave s'offre dès le soir, même un rendez-vous galant. L'ardeur de la jeune femme le flatte autant qu'elle l'inquiète. Il ignore encore que sa compagne d'un soir cache un tout autre dessein. Après une nuit mémorable, Dave arrive au travail le lendemain matin avec une pêche d'enfer. Tout l'inverse de son nouveau coéquipier, Eddie, dont le moral semble être au 30e dessous. Il faut dire que c'est aujourd'hui ses noces d'argent, 25 ans de mariage avec sa chère. Lena, pour marquer ce cap précieux, Eddie a tout orchestré bien à l'avance. Ce soir, ils dîneront au restaurant de leur toute première rencontre. Sûr de lui, il lui a promis qu'il prendrait sa retraite dans 6 mois à peine. Pourtant, cette euphorie tourne court quand Eddie reçoit une véritable douche froide. Son patron fait la sourde oreille et ignore sa demande de congé déposée de longue date. Pire encore, on lui impose un binôme particulièrement casse-pied. Dave, celui-là même qui a provoqué un foin pas possible à la banquière après-midi. Face à ce gamin qui ne fait qu'arborer un sourire niais, Eddie bout intérieurement. Il s'avance et lui fait signe de se mettre enfin au boulot. Sauf que Dave n'est pas du genre timide. À peine arrivé, il se met à jacter, vantant la réputation d'Eddie. Une véritable légende pour les Bleus et clame sa chance de bosser avec lui. Mais Eddie ne mord pas à l'hameçon. Il lui remonte les bretelles, fustigeant son look et son manque de sérieux, ne lui laissant pas placer un mot. Finalement, le vétéran lui lance un avertissement cinglant. C'est son quart de siècle de mariage aujourd'hui. Si le gamin fait capoter son rendez-vous galant, Eddie lui promet de passer un sale quart d'heure qu'il n'oubliera jamais. Mais Eddie a manifestement surestimé la jugeote de ce bleu. Le gamin ignore royalement ses menaces. Au contraire, il s'approche avec un sourire en coin pour l'interroger sur ses projets de soirée. Eddie le trouve simplement assommant. Sa seule obsession, boucler ce convoi au plus vite pour rejoindre son épouse. Dave est sûr de lui. Se vante alors sait s'il a une bille dans les autres domaines. Son pilotage est hors pair. Un trajet de 9 heures. Il le torche en 8, montre en main. Ses blagues de mauvais goût s'enchaînent. Eddie bouillant, se demandant quelle faute il a commise pour hériter d'un tel boulet. Une fois que Dave finit enfin son moulin à parole, le fourgon s'ébranle doucement. Pourtant, ce voyage en apparence banale cache en réalité de lourds périls. Dans un entrepôt discret, 3 malfrats peaufinent le braquage d'un fourgon blindé. La femme à leur tête n'est autre que la séductrice qui a envoûté Dave hier soir. Ce rendez-vous n'était qu'un piège pour soutirer des secrets sur le convoi. Elle précise que dans 1 heure, le camion conduit par Dave traversera une zone blanche de 160 km avant d'atteindre Pleasant View, à New York. Pourtant, ce véhicule n'est qu'un pion dans son jeu. Son véritable plan ? Utiliser Dave et Eddie pour des valises et un cercle de jeu clandestin pesant 60 millions de dollars. À l'annonce d'un tel pactole, les 2 complices ont immédiatement les dents qui rayent le parquet. Changeant radicalement de bord, ils supplient désormais de participer à l'opération. Au même moment, le fourgon blindé quitte la ville. Après 6 arrêts de collecte, les coffres sont enfin pleins. Tout au long du trajet, Dave se goinfre et s'amuse comme un écolier en sortie scolaire, tandis qu'Eddie ne cesse de bougonner. En tant que vieux briscard avec 10 ans de métier, la vie a fini par user ses illusions. Il ne comprend pas comment on peut arborer une telle joie de vivre en plein service. Le voyage se poursuit, rythmé par les plaisanteries incessantes de Dave. Le véhicule approche désormais de la zone blanche. Le centre de contrôle lance un ultime avertissement une fois engagé. Tout contact sera rompu pendant au moins 70 minutes. En cas de pépin, ils ne pourront compter que sur eux-mêmes. La hiérarchie insiste lourdement, ils doivent rester sur le qui-vive. Pourtant, Dave joue les fiers à bras, prétendant ne craindre ni Dieu ni diable et jurant qu'il réglerait ça au point. Mais au fond de lui, Eddie sent le vent tourner. Une intuition persistante lui souffle que la journée va dérailler. Il ordonne alors à Dave de cesser ses gamineries. Si le convoi capote, ils finiront tous deux au tapis. À peine ces mots prononcés, plusieurs véhicules suspects surgissent dans le rétro, collant dangereusement au fourgon. Eddie comprend immédiatement qu'ils ont de la visite. Quant à Dave, il bafouille, perd ses mots et oublie instantanément ses grands airs de matamor.
Une camionnette déboule à leur hauteur et un type en noir surgit à la fenêtre, brandissant un panneau leur intimant de se ranger. Eddie tente illico de joindre le central, mais la radio et Muetta, ils sont bel et bien dans le noir. Daph, lui, vire au vinaigre et commence à débiter des oiseaux de mauvais augure. Eddie essaie de le secouer, l'exhortant à sortir ses talents de pilote de haut vol. Mais le gamin finit par avouer que son entraînement n'était qu'un pauvre stage en ligne de 15 heures. Eddie en reste comme deux ronds de flic. Il pige qu'il ne pourra pas compter sur ce bleu. Il va devoir porter le chapeau tout seul. Ce qui l'intrigue, c'est la précision chirurgicale des assaillants. Pour lui, pas de doute, il va avec son supérieur, Clark est dans le coup. Hors de question de jeter l'éponge. L'expérience lui a appris qu'avec ces gaillards, même en filant le Grisby, il n'en sortirait pas vivant. Il ne lui reste qu'une option, jouer son va-tous. Soudain, le véhicule de queue déboule et balance une grenade lacrymogène à l'arrière du fourgon. L'habitacle est instantanément envahi d'une fumée opaque qui cloue le bec à Dave, incapable d'ouvrir les yeux. Le convoi commence à mordre la poussière et quitte la route. Eddie réagit au quart de tour, il étouffe le projectile avec un caisson avant de rincer les yeux de son coéquipier avec une boisson énergisante. Au même moment, les assaillants canardent les pneus. Eddie donne un grand coup de volant pour reprendre le bitume et serre de près la voiture noire à sa droite. Le frottement des carrosseries fait jaillir des étincelles. En un clin d'œil, l'adversaire perd le contrôle, quitte la trajectoire et vient percuter un autre complice au fond d'un sien boulevard à nos deux compères. Une fois hors de portée, Eddie enclenche la ventilation pour chasser les derniers nuages toxiques. Dave reprend enfin ses esprits, sentant qu'il a échappé belle. Pas question de traîner, ils remettent les gaz sans demander leur reste. Une fois le danger écarté, Dave recommence à fanfaronner, jurant qu'il avalera les 128 km restants en à peine 40 minutes. Mais à peine hâté, il finit sa phrase que l'engin broute violemment. Le sort en est jeté, la herse plantée par les malfrats a fini par achever le pneu. Le fourgon rend lame sur le bas-côté. Eddie ordonne à Dave de sortir le cric, mais le bougre avoue qu'il n'y connaît que quick en mécanique. Eddie se retrousse les manches, mais alors qu'il dévisse le premier écrou. Le génie de Dave frappe encore. Selon ses calculs, les bandits seront sur eux dans 4 minutes. Un moteur gronde déjà au loin, mais par chance, ce n'est pas la bande de tout à l'heure. Eddie lance alors à Dave de stopper le véhicule pour demander un coup de main. Le jeune idiot s'exécute avec un sourire niais, planté au milieu de la route, le pouce en l'air, raide comme un piquet. Forcément, le conducteur le prend pour un des accès et met les voiles sans demander son reste. Pendant ce temps, les bandits sont aux trousses de nos deux compères. Logiquement, avec un pneu à plat, l'engin n'aurait pas pu faire de vieux os sur le bitume. Alors, où ont-ils bien pu passer? Et alors qu'une silhouette surgit d'un chemin de traverse. La chef de bande pige direct, le convoi a quitté l'axe principal depuis un bail. Sans perdre une seconde, les deux voitures de chasse font demi-tour et s'engouffrent dans le sentier. Par un coup de bol monstrueux, Eddie finit de colmater la roue juste avant d'être repéré. Ni Yen, ni deux, le duo saute dans la cabine et écrase le champignon pour semer la meute. Le trio de véhicules reprend son balai mortel à tombeau ouvert sur l'asphalte. Voyant les malfrats s'attaquer à la porte arrière, Eddie bondit dans la soute, dégaine et fait parler la poudre sans hésiter. Mais stupeur, leurs casques sont à l'épreuve des balles. Ses tirs ricochent comme sur une armure de chevalier, sans le moindre effet. Pour ne rien arranger, dans la bousculade, Eddie lâche son fer et doit se replier en catastrophe à l'intérieur. Par chance, les assaillants sont eux aussi à sec de munitions. Ils n'ont d'autre choix que de s'acharner sur la serrure, rester les bras croisés seraient suicidaires. Eddie prend alors une décision radicale, il ouvre les battants et balance des poignées de billets au vent pour les appâter. Ce qu'il ignore, c'est que Zo et sa clique n'en ont cure de ce menu fretin. L'argent qui s'envole ne les fait pas sourciller, ils ne lâcheront pas le morceau si facilement. Sous la pression des projectiles, Eddie se replie dans l'habitacle. Son regard accroche une liasse piégée à l'encrin indélébile. D'un geste rageur, il projette l'objet hors du fourgon. Le liquide bleu explose littéralement sur le pare-brise des poursuivants. Les assaillants sont désormais à l'aveugle. Saisissant cette chance, Eddie récidive et balance une seconde liasse dans leur direction. L'instant d'après, un nuage azur envahit leur voiture. Le véhicule perd toute adhérence, quitte violemment la route et finit sa course dans une série de tonneaux spectaculaires. Pour la bande à Zo, les carottes sont cuites. Le complice restait accroché à la porte-voie rouge. Retrouvant son aplomb, il bondit dans la soute et se jette sur Eddie pour un corps à corps brutal. Par chance, ils sortent enfin de la zone blanche. Et Dave s'empresse de contacter leur supérieur, Clark, mais avec le stress, le gamin perd les pédales. Il hurle dans la radio que c'est la Bérésina, sans donner de détails, tandis que Clark s'égosille pour obtenir Eddie, et dernier est bien trop occupé à échanger des amabilités musclées avec son agresseur. Soudain, Eddie a un sursaut d'adrénaline. Après avoir mis son adversaire au tapis, il verrouille la soute et balance un sac de monnaie lestée sur la dernière voiture en chasse. Sous l'impact, le véhicule s'embrase. Dave exulte devant ce feu de joie et couvre Eddie de louanges. Pourtant, alors que le duo savoure sa victoire, un détail leur échappait derrière eux, le loquet de la porte pivote à nouveau silencieusement. Dave et Eddie se retrouvent ainsi traînés dans un hangar désaffecté. La femme qui les retient captifs s'approche d'un pas décidé. Lorsqu'elle retire son casque, Dave manque de s'étouffer et quai sans cesse sa conquête de la veille. Il comprend, un peu tard, qu'il est tombé en plein dans le panneau.
Ignorance et jérémiade, elle passe aux choses sérieuses. Elle leur révèle que Clark est né pour rien dans cette affaire. C'est elle qui tire toutes les ficelles depuis le début. O n'a toutefois pas l'intention de les supprimer sur le champ. N'ayant pas prévu que ses propres complices seraient aussi minables face à de simples convoyeurs. Pour mener à bien son plan millimétré depuis 2 ans, elle n'a plus le choix, elle doit enrôler Dave et Eddie de force. Ils seront ses hommes de main pour rafler le pactole de 60 millions de dollars. C'est ça, ou le terminus immédiat. Le dos au mur, le duo n'a d'autre solution que d'embarquer dans cette galère. Le convoi reprend donc la route. Incroyable mais vrai, Dave a encore la tête à son rendez-vous manqué. Il harcèle Zo pour savoir si elle pensera à lui, mais récolte seulement un mouchard mémorable. Eddie, lui, reste de marbre. Il ne rêve que de boucler l'affaire pour retrouver sa moitié. Pourtant, ils ignorent que les 2 acolytes de Zo l'ont échappé belle. Ils sont toujours de ce monde, bien que passablement amochés. En réalisant que leur patronne les a purement et simplement rayés de la carte, leur sang ne fait qu'un tour. De l'autre côté, le fourgon blindé s'engouffre dans un garage discret. Kai, un complice de Zo, les y attend de pied ferme. Tous 3 se griment alors en mécano, histoire de faire profil bas et de peaufiner la suite des opérations. Mais là où Zo affiche un flegme olympien, Eddie et Dave sont tendus comme des arbalètes. Même le plus savoureux des déjeuners leur reste en travers de la gorge. Face à ce stress, O avale son repas au Lanspe avant de leur exposer le topo. Le timing est serré et avant 14h45, ils devront avoir investi le cercle de jeu Sorrento d'objectifs. Braquer un pactole clandestin de 60 millions de dollars. À peine ces mots l'achètent, Eddie fronce les sourcils. Il flaire aussitôt le loup dans ce plan. En effet, tous les fonds des cercles de jeu de l'État sont gérés par un central unique. Des visages inconnus comme les leurs se feraient épingler par la sécurité en un clin d'œil. Mais Zo n'en a cure. Après tout, leur plaque de convoyeur est authentique. Le moment venu, il suffira de jouer serré et de naviguer à vue. Craignant tout de même qu'Eddie ne se fasse la malle, elle l'enchaîne carrément au pied de la table avant d'embarquer Dave pour les préparatifs. Pourtant, au retour du duo dans la salle, c'est la douche froide. Eddie a brisé son verre pour crocheter ses menottes avec un éclat et a déjà pris la poudre d'escampette. O et Dave se lancent alors à ses trousses sans perdre une seconde. Contre toute attente, au détour d'un couloir, Eddie surgit et ceinture Zo par surprise. Ils s'imaginent déjà tenir le bon bout pour négocier leur liberté, mais c'est sans compter sur Dave. Dont le cœur d'artichaut lui embrume complètement le cerveau. Au lieu de prêter main faute à son collègue, le gamin confirme son allégeance pour le braquage du cercle de jeu. Eddie, dépité, baisse les bras. Il n'a d'autre choix que de suivre ces 2 énergumènes. Le trio atteint sa cible avec 30 minutes d'avance. Mais alors qu'ils attendent le signal, un invité surprise frappe au carreau du fourgon. Eddie en reste comme de ronds de flanc. Le visiteur n'est autre que sa propre épouse. Inquiète de ne plus savoir de nouvelles depuis des lustres. Son épouse avait fini par remonter sa trace grâce à la géolocalisation de son mobile. Eddie tente désespérément de les conduire, mais Dave l'invite carrément à monter. Sale aubaine inespérée pour Zo, une otage tombée du ciel. Désormais, elle tient Eddie par la peau du cou. Pour s'assurer qu'il file doux, elle lui rappelle froidement que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Dos au mur, Eddie capitule. À leur âge, il engage le fourgon dans les entrailles du parking souterrain. Comme prévu, la sécurité flaire l'entourloupe devant ses visages inconnus et lance une vérification immédiate. Par chance, Zo avait pris les devants en piratant les codes d'identification et en bidouillant l'émetteur du véhicule. L'examen de sécurité passe comme une lettre à la poste, dissipant tout soupçon chez les gardiens. Le fourgon est autorisé à pénétrer dans l'antre. Arrivé au point de déchargement, Eddie et Zo mettent pied à terre. Contre toute attente, le responsable, particulièrement pointilleux, s'enquiert du sort de l'ancienne équipe. Eddie improvise alors un bobard de toutes pièces. Ses collègues auraient été braqués hier et seraient encore sur le billard à l'heure qu'il est. Le central nous a donc dépêchés en renfort pour ce convoi. Une excuse tirée par les cheveux, visiblement pondue à la va-vite. Pourtant, les employés mordent à l'hameçon et escortent le duo vers la chambre forte avant de déballer les 60 millions de briques. Devant une telle aubaine, Zo ne peut s'empêcher de sourire en coin, savourant déjà son triomphe. Soudain, un homme en costume impeccable se profile. Il prétend connaître Zo, se présentant comme un vieil ami de son père. Ce n'est qu'un contretemps mineur, une simple formalité qui ne semble pas ébranler leur plan d'un iota. Les 60 briques sont chargées sans accroc dans la soute. Mais alors qu'il s'apprête à mettre les voiles, le véritable fourgon déboule avec une avance imprévue. Eddie flaire l'embrouille, il écrase le champignon et s'arrache du parking, frôlant de près les vrais convoyeurs. Au sous-sol, l'agent de sécurité finit par tiquer, 2 fourgons pour le prix d'un, ça ne tourne pas rond. Tandis qu'il se gratte la tête, Eddie et sa clique sont déjà dans la nature. Après quelques détours pour brouiller les pistes, ils regagnent leur planque. À peine garés, la paroi adjacente vole en éclats. Le fourgon subit un choc frontal d'une violence inouïe, projeté par une force colossale. Sous l'impact, Eddie et sa clique perdent instantanément connaissance. À leur réveil, ils tombent nez à nez avec les 2 anciens acolytes de Zo. Ces derniers ont décidé de jouer les charognards en braquant leur propre camp. Après avoir afflé le Grisby, ils s'apprêtent à passer le véhicule par le feu pour ne laisser aucun témoin. Zo devient alors leur souffre-douleur. Voyant sa belle en fâcheuse posture, Dave panique et cherche désespérément de quoi se faire la malle. Par un pur coup de bol, il met la main sur un coupe-boulon. En unissant leurs forces, le trio finit par briser ses chaînes. Juste avant que les 2 traîtres ne mettent le feu aux poudres, le moteur rugit. Ils écrasent le champignon et l'un des assaillants est projeté au tapis. Le second canarde le véhicule, mais face au mastodonte qui lui fonce dessus, il doit battre en retraite.
alors qu'il se redresse pour ajuster son tir. O surgit de nulle part et lui botte l'arme des mains. Sentant le vent tourner, elle n'hésite pas une seconde, elle plante là ses 3 compagnons et s'enfuit seule au volant du bolide bleu chargé de briques. Le bandit, vert de rage devant, se camouflait, perd les pédales. Il fait feu sur Eddie avant de s'emparer de Lena comme bouclier humain pour prendre la fuite. Par un sacré coup de bol, Eddie portait son gilet pare-balles et s'en tire sans une égratignure. À peine relevé, il intime l'ordre à Dave de mettre les gaz pour sauver son épouse des griffes du malfrat. Désormais, O et le malfrat sont lancés à tombeau ouvert sur l'autoroute. Dans une colchouette haletante, Dave écrase le champignon, tentant désespérément de refaire son retard sur les fuyards. Mais la fête se gâte une meute de gyrophares déboule dans le rétro, tandis que les pales d'un hélice au fond vibraient le bitume. La cavalerie est de sortie, mais le hic, c'est qu'ils prennent Eddie et Dave pour les bandits et ne les lâchent pas d'une semelle. Assourdi par les sirènes et les sommations qui hurlent derrière eux, Eddie sent la moutarde lui monter au nez. Il est complètement dans le pétrin et ne sait plus à quel sein se vouer. Pour couronner le tout, la voix de Clark, son supérieur, grésille soudain dans la radio. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère et lui passe un savon monumental. L'histoire du braquage des 60 briques fait déjà la une des gazettes. Mais Clark n'a pas le temps de finir sa tirade, le malfrat devant eux se met à arroser copieusement leur véhicule. Dave donne un coup de volant réflexe pour esquiver la purée. Si bien que la rafale vient s'écraser direct sur les voitures de police en queue. C'est le carambolage assuré. Les 3 véhicules finissent dans le décor, complètement en accordéon. Même s'ils ont semé les patrouilles au sol, l'hélico ne les lâche pas d'une semelle. Dans un élan désespéré, les véhicules forcent les glissières de sécurité et font le grand saut pour atterrir sur l'autoroute en contrebas. C'est là que le moteur gonflé du fourgon montre enfin ce qu'il a dans le ventre. Eddie percute de plein fouet la berline noire du fuyard. Mais le malfrat a du répondant, d'une rafale bien placée, il crible le réservoir de plomb. Le blindé s'embrase instantanément. Aveuglé par l'adrénaline, Eddie et Dave ne captent rien et s'acharnent pour lui rentrer dedans une dernière fois. Ce n'est qu'au moment où la pédale de gaz leur brûle les semelles qu'ils se décident enfin à vider les lieux en 4e vitesse. Zo surgit inex pour les récupérer. Malgré la rancœur de l'avoir vu filer plus tôt, l'urgence est de stopper le fuyard. Sans hésiter, elle met les gaz. Mais le bandit les attend de pied ferme. Sous une pluie de plomb, le trio doit se terrer derrière la carrosserie, n'osant plus bouger d'un poil. Alors qu'ils se croient au bout du rouleau, le silence s'installe brutalement. Lena, qui était inconsciente, s'est réveillée pour cueillir le malfrat par surprise et le mettre au tapis. Ce braquage transfrontalier s'achève aussi, c'est qu'il a commencé. Peu après, les autorités investissent les lieux pour faire le ménage. Une fois le pot rose découvert, Eddie et ses compères sont blanchis. Dave, lui, retrouve le sourire en découvrant un petit mot laissé par Zos, le rideau tombe. C'est une comédie d'action pur jus qui remplit parfaitement son contrat. Le réalisateur jongle avec brio entre vannes bien senties et cascades haletantes, offrant au public un cocktail de frissons et de rires sans se prendre la tête. Pour les curieux, le film original s'intitule The Pick-up. Si la valeur d'une œuvre se mesure à sa réputation, celle d'une chronique tient à son ressenti. Notre histoire s'arrête là à la merci de nous avoir suivis. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Dites-le nous en commentaire.